Bonsoir et bienvenue dans Regarde ailleurs, votre émission d'actu, d'échange et d'opinion sur rmiinfo.com. On me dit que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Permettez-moi, au nom de l'équipe de rmiinfo.com, de vous remercier. L'équipe de rmiinfo.com ce soir sur ce plateau, c'est Nada Ahmedian et Diadje Sow. Nada, bonsoir. Bonsoir, Seydou. Bonsoir, Diadje. Bonsoir. Et notre invité, c'est Abdoulaye Sidikiba. Bonsoir, Abdoulaye Sidikiba. Bonsoir, Seydou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de Diaspora RIM et l'ambassadeur en Mauritanie de la NEF qui est Next Einstein Forum. En fin d'émission, Ouleykan nous rejoindra, mais tout de suite, place à notre invité en face de nos chroniqueurs. Abdoulaye Sidikiba, pour commencer tout de suite, vous présidez Diaspora RIM depuis sa création, donc en 2017. Ma première question est, combien de personnes ressemble cette institution, si je peux dire, et quel est son but? Alors, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent. Et je suis très content d'être ici. Merci. Et donc le réseau Diaspora RIM, c'est une initiative qui est née en 2017 avec des jeunes issus de la diaspora qui vivent ici en France. Et on a quelques cellules qui sont en Espagne, en Allemagne, en Belgique et particulièrement en France. Donc nous travaillons sur plusieurs volets, donc sur des projets, et notamment sur un projet qui a comme nom aller-retour. Aller-retour. Oui, voilà. Daddy. Tout d'abord, je vous remercie pour votre initiative, pour votre projet, parce que c'est rare aujourd'hui de trouver des gens qui sont là, qui veulent aider justement les jeunes Mauritaniens. Alors j'ai lu votre charte, il y a plusieurs principes qui sont énumérés, je ne vais pas les citer. La première question qu'on doit se poser, étant donné que votre mouvement est né en 2017, mai 2017 si ma mémoire est bonne, quels sont vos moyens, quels sont les moyens à votre disposition? Quand je parle moyens, c'est général, je parle les moyens financiers, les moyens humains ou les moyens techniques pour mener à bien vos projets, puisque c'est bien beau d'énoncer des principes, de vouloir les appliquer, mais il faudrait quand même avoir les moyens. Quels sont vos modes de financement? Puisque là, dans votre charte, vous parlez d'une somme de 20 euros que les membres ou les adhérents doivent sortir par an jusqu'en 2019. Et cette somme-là, elle est dérisoire quand on regarde la nature des projets que vous voulez développer. Étant donné que là, vous venez vous-même d'affirmer que vous êtes implanté en Espagne, en Allemagne, plus on est implanté dans d'autres pays, et plus on a besoin de moyens. Donc c'est la première question à laquelle je voudrais que vous répondiez. Merci. Voilà. Répondez, M. Abdoulaye Sidikiba. Donc rapidement, en fait, le réseau Diaspora RIM, donc quand on a créé le réseau Diaspora RIM, on était environ 10 personnes. Et au fil du temps, on a commencé à sensibiliser les Mauritaniens pour qu'ils puissent intégrer le réseau Diaspora RIM, donc à travers ces projets-là. Donc en ce moment, on est une centaine de personnes et toutes ces personnes-là vont devoir cotiser une somme de 20 euros par an jusqu'à 2019. C'est insuffisant quand même. Oui, c'est insuffisant. C'est pour pouvoir organiser par exemple des workshops, pour pouvoir organiser des petits événements, mais surtout on a des partenaires aussi qui vont nous permettre de pouvoir financer. Par exemple, on a fait un événement la dernière fois, c'était à Bruxelles. Tous les financements, on a envoyé 10 personnes qui sont parties représenter le réseau Diaspora RIM. C'est dans le cadre de l'Union européenne ou? C'est dans le cadre d'un financement de l'Union européenne et le Royaume du Danemark avec les activités du G5 Sahel. Et les financements étaient totalement alloués par le centre HD, qui est le centre du coin. par le partenaire. Ouais, ouais. Est-ce que vous ne craignez pas d'être mis sous tutelle du fait d'être financé par d'autres organismes, d'autres organisations internationales comme l'Union européenne? Non, pas du tout. On n'est pas financé par l'Union européenne. Mais vous recevez quand même des aides ou des subventions? Pas du tout. Pour l'instant, on n'a reçu aucune aide, aucun financement. Juste on participe à des discussions qui sont liées à des problématiques qui sont en Mauritanie et particulièrement dans la sous-région de Sahel. D'accord. Et concernant la forme de votre association, la structure en elle-même, parce que dans votre charte vous parlez d'organisation, est-ce que c'est vraiment une association loi 1901, c'est-à-dire à but non lucratif, ou comment dirais-je, est-ce que vous avez un bureau, des locaux, un président, un secrétaire, etc., au niveau des moyens de votre organigramme? Ces éléments-là, je pense que c'est indispensable que le public y ait accès pour pouvoir au moins adhérer, vous soutenir. Donc c'est effectivement une association du loi 1901. Donc on a un président, on a une coprésidente,
on a un secrétaire général, donc on a un comptable. Donc, et maintenant, on va aussi continuer dans ce travail-là et de mettre en place des cellules avec des directeurs de projets pour tous les projets qu'on veut mener. Et quels sont vos partenaires en Mauritanie? Nos partenaires, pour bien mener votre projet. Jusqu'à maintenant, on a lancé notre premier lancement du réseau Diaspora RIM a été fait en Mauritanie au mois d'août 2017, oui, à laquelle on a invité toutes les institutions qui étaient en Mauritanie, comme Hadina Rimtik, la Jeune Chambre de Commerce, et d'autres structures comme Je m'engage, on peut encore citer. Et l'ANAPEJ était représentée, on a eu aussi Cheikh Sadbou Kamara qui était là, qui a beaucoup, le sociologue, oui, voilà, le sociologue qui a beaucoup soutenu l'initiative. Donc, voilà, en Mauritanie, on est en train de discuter pour voir avec, par exemple, les incubateurs, comment on peut travailler ensemble. Alors, revenons un peu sur le fond de votre projet. Vous envisagez, par exemple, de lutter contre la radicalisation des jeunes du Sahel. Quel rôle peut jouer les jeunes du Sahel dans la lutte contre la radicalisation? Alors, sachant que c'est un sujet très sensible, difficile, même les gouvernements qui ont même des mots politiques financés n'y arrivent pas. Alors, je vais éclaircir un petit peu parce que dans nos projets, on ne travaille pas directement sur la radicalisation. Mais c'est le G5 Sahel qui travaille sur la radicalisation, sur des questions de paix, de sécurité, de bonne gouvernance, des opportunités économiques. Et nous, on participe à ces discussions-là en apportant, bien entendu, des solutions ou des suggestions. Qu'est-ce que vous préconisez concrètement? Oui, concrètement, déjà, il y a eu une rencontre qui a été faite à Bamako. C'était au mois de juin 2017. Avant ça, il y avait déjà eu une rencontre qui a été faite à Bruxelles. Donc, au mois de juin 2016, où les jeunes avaient demandé à ce que les discussions des problématiques des Africains ne soient pas discutées en Europe, mais plutôt en Afrique. Donc, par rapport à la rencontre de Bamako, il y a eu pas mal de recommandations qui ont été faites, notamment sur la radicalisation des jeunes. En tout cas, le réseau Diaspora RIM soutient que de plus en plus, il y a des phénomènes de radicalisation dans les pays du Sahel. Et nous appuyons ces initiatives-là qui luttent contre la radicalisation. Mais donnez-moi des exemples concrets pour lutter contre la radicalisation. Alors, au niveau de l'éducation, est-ce qu'il y a des associations qui vont sensibiliser les jeunes, concrètement? Alors, juste un chiffre d'abord. Il faut savoir qu'il y a 58 millions de jeunes qui ne sont pas scolarisés dans le monde. Ça, c'est des statistiques qu'on a trouvées avec notamment l'UNESCO. Et on a vu qu'au niveau du Sahel, il y a 50% des pays du Sahel où il y a des enfants qui ne sont pas scolarisés. Et nous, on pense que ça, c'est une source déjà qui va orienter ces enfants-là dans des filières djihadistes ou terroristes. Donc, pour lutter contre ça... Vous n'allez pas trop vite, non scolarisés, futurs djihadistes? Oui, en fait, c'est par rapport à plein de discussions, par rapport à plein de rapports. On a lu des rapports. On a compris, on a eu pas mal de témoignages aussi des gens qui vivent pas seulement en Mauritanie, au Mali, d'autres qui vivent au Niger, qui connaissent ces phénomènes-là et ils pensent que ces enfants-là... Alors moi je ne vois pas de lien concret ou de lien réel entre la non-scolarisation des enfants dans le Sahel et la radicalisation. Alors le point sur lequel je voudrais revenir, c'est concernant ce terme de radicalisation. Je ne comprends pas pourquoi vous engagez dans ce terrain-là, sachant que premièrement, en logique, ce n'est pas votre compétence, c'est une compétence régalienne, c'est à l'État de le faire. Ce n'est pas à vous de vous substituer à l'État pour agir dans ce domaine-là. Certes, vous avez participé à une rencontre avec l'Union européenne. Et le deuxième point que je voudrais surtout évoquer, c'est que là, vous allez carrément à l'encontre de votre charte. Dans votre charte, on parle d'aller-retour. En aucun cas, il est fait question de radicalisation. Et là, est-ce que vous n'êtes pas en train de dépasser vos compétences ou en train de vous attribuer un rôle qui est de plein droit, qui est réservé à l'État, puisque c'est à l'État de lutter contre la radicalisation. Vous pouvez être un interlocuteur, un intervenant, participer, sensibiliser, etc. Mais ce n'est pas à vous de vous engager sur ce terrain. Et la radicalisation, elle a différentes formes. Ça, dans un pays à majorité musulmane, à 99% musulmans, comment pouvez-vous dire qu'un tel est radicalisé, un tel n'est pas radicalisé? Même ici en France, on parle de radicalisation.
souvent ce n'est pas une radicalisation, c'est une forme de piété qu'on voit chez les gens et on les traite de personnes radicales, sauf que ce n'est pas le cas. Mais j'aimerais bien avoir une réponse par rapport à ça, par rapport au fait que vous dépassez vos compétences et que vous vous attribuez un rôle qui n'est pas le vôtre. Oui, je pense que vous vous trompez radicalement. Oui. C'est le cas de le dire. J'aimerais bien avoir des preuves. C'est le cas de le dire. Laissez l'invité répondre. Je vais essayer d'éclaircir un petit peu. Voilà. En fait, nous, on a un projet. Le projet phare du réseau Diasporarim a 2 volets. Il y a un volet qui va travailler sur l'éducation et la formation pour des Mauritaniens qui sont en Mauritanie, qui souhaitent aller à l'étranger pour continuer leurs études. Et on a un autre volet qui travaille sur l'entrepreneuriat pour des Mauritaniens qui sont dans la diaspora, qui souhaitent rentrer en Mauritanie pour entreprendre. Mais il y a un lien entre le manque de formation, entre l'éducation et la formation, le manque d'opportunités économiques qui fait que ces jeunes se retrouvent avec des filières djihadistes qui les recrutent parce qu'ils n'ont pas d'opportunités économiques. Et il y a aussi l'ignorance. Il y a eu plusieurs rapports qui le prouvent. On a eu plein de témoignages qui le prouvent. Je ne suis pas parfaitement d'accord avec vous. Oui. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de lien entre les niveaux scolaires et la radicalisation. N'oubliez pas que l'ignorance est un facteur qui renforce, qui favorise la radicalisation. Tout à fait. Donc, je suis parfaitement d'accord sur ce point-là. Donc l'éducation. L'éducation, bien sûr. Quand on parle de l'ignorance, on parle d'éducation. Exactement, l'ignorance favorise la radicalisation. Si vous permettez. D'où on vient. Il faut se dire quand même d'où l'on vient. On venait de la scolarisation et non de l'éducation. Moi, des choses distinctes. La scolarisation est étroitement liée à l'éducation. Moi, je ne suis pas convaincu parce qu'aujourd'hui, on parle de radicalisation. La radicalisation, elle touche toutes les couches sociales. On la trouve à tous les niveaux. Il y a des lycéens. Il y a des collégiens, mais c'est un facteur parmi d'autres. Il y a des universitaires, des gens qui ont des bac plus 5, des doctorants, qui sont, entre guillemets, radicalisés. Donc il n'y a aucun lien, faudrait le prouver quand même, c'est le minimum, aucun lien entre la non-scolarisation dans le Sahel et la radicalisation. On va avancer un peu. On va avancer un peu. On va avancer un peu. Allez-y, monsieur Ba. Un petit éclaircissement. Il faut savoir que... On va passer ensuite à d'autres sujets. Juste rapidement, il faut savoir que nous, on n'a pas inventé les choses. À la rencontre de Bamako, il y avait eu 75 jeunes. Parmi ces 75 jeunes, il y avait une délégation qui était venue de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad et du Mali. Et ces gens-là qui étaient là, il y avait des gens qui ont apporté des témoignages, qui vivent dans des zones reculées du pays. Et ces gens ont apporté clairement des témoignages concernant le lien étroit qu'il y a entre l'éducation, la non-scolarisation et les phénomènes. Bien sûr, ça sera le dernier mot. Ça sera le dernier mot de cette partie. On parle de radicalisation, c'est vraiment un domaine large et nous on ne dépasse pas. Nous on ne travaille pas sur la radicalisation, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a compris. Il y a plusieurs facteurs qui favorisent. On a compris, Monsieur Ba, que Diasporarim est sur plusieurs projets qui donnent plusieurs volets. On a parlé rapidement ici de la radicalisation. Dans la seconde partie, nous évoquerons le projet justement aller-retour de Diasporarim et Ouley Khan nous rejoindra. À tout à l'heure sur rmiinfo.com dans Regard d'ailleurs. Regard d'ailleurs sur rmiinfo.com, la seconde partie. Ouley Khan va nous rejoindre dans un instant. À l'instant, Djadisso, Nada Ahmeden sont sur le plateau et notre invité Abdoulaye Sidikiba. Rebonsoir à tout le monde. On allait parler justement du volet aller-retour de votre structure, à savoir Diasporarim. Expliquez-nous en 2 mots à quoi ça consiste, aller-retour. Alors, le volet aller-retour, avant de monter ce projet-là, il y a d'abord eu une réflexion qui a été faite avec les membres fondateurs du réseau Diasporarim sur quelle thématique on va travailler. Et on a identifié des problématiques liées à l'éducation et à la formation pour des étudiants qui arrivent, par exemple, en France pour étudier. Donc, dans cette identification, il était question de donner la possibilité à ces étudiants-là d'avoir des interlocuteurs qui vont pouvoir les parrainer, par exemple, dans leur cursus universitaire. Ou également permettre à ces étudiants de pouvoir réussir leurs études, parce qu'avec le réseau Diasporarim,
Nous, ce qu'on veut avoir, ce qu'on voudrait faire, c'est avoir des référents dans toutes les villes de France où il y a une importante communauté de Mauritaniens. On précise les choses. Vous aidez les gens à quitter la Mauritanie et venir en France dans un second temps. Et la seconde partie consiste à aider les gens aussi à retourner en Mauritanie éventuellement. Exactement. Sur le volet aller, c'est les Mauritaniens qui vont quitter la Mauritanie et qui veulent aller à l'étranger, pas particulièrement en France. Pas particulièrement en France. Mais on a démarré nos activités avec la France parce qu'on vit ici. Et ensuite, il y a un second volet qui concerne le volet retour pour les Mauritaniens qui sont à l'étranger et qui souhaitent entreprendre en Mauritanie. Alors, sortir en Mauritanie, vous souhaiteriez par exemple mettre en place des séances scolaires pour les élèves en difficulté. Comment feriez-vous pour motiver ces élèves à participer à ces cours gratuits? Alors, dispensés par... Non, en fait, on ne veut pas mettre en place ces dispositifs-là. Nous, ce qu'on voudrait avec le volet aller, c'est travailler directement en partenariat avec les institutions au niveau de la Mauritanie. Mais vous avez dit, je vous cite, en plus, nous pourrions créer des centres de formation dans lesquels les jeunes pourraient assurer des formations suivant leur domaine de compétences en consacrant quelques heures par semaine, par exemple. Ben, ça, c'est des objectifs à long terme. Mais pour l'instant, comme on a commencé en 2017, c'est tout récent. La première étape consiste à trouver des partenaires qui peuvent nous accompagner dans ce qu'on voudrait, dans les projets sur lesquels on s'est investi. Et qu'est-ce que vous voudrez faire? Oui, tout de suite, oui. Par exemple, il y a l'ambassade de France avec l'Institut le Campus France. Tout récemment, d'ailleurs, on avait organisé un événement avec eux concernant l'arrivée des Mauritaniens pour qu'ils puissent arriver en France pour pouvoir continuer leurs études. Ça, c'est une des thématiques. Qu'est-ce qu'ils vont vous aider à faire concrètement à l'ambassade de France? D'ailleurs, beaucoup de jeunes en Mauritanie leur reprochent de ne pas donner assez de visas pour venir étudier. Voilà, déjà, on est en discussion avec l'ambassade de France, on est en discussion avec le Campus France, parce que, bon, comme je l'ai dit, avec l'événement tout récemment qui a été organisé. Donc, l'idée, c'est d'abord d'établir le dialogue et de dire, d'être le porte-parole de tous ces Mauritaniens-là qui ont des difficultés. Vous êtes sûr qu'ils veulent un porte-parole? En fait, je ne sais pas s'ils veulent un porte-parole. En tout cas, nous, on a vécu l'expérience parce qu'on vit ici. Oui. Et avant de venir ici, on a été confrontés à des difficultés. Donc, par rapport à ces difficultés-là, on va déjà donner l'information par rapport à ces difficultés pour pouvoir trouver des solutions ensemble. Ok. Moi, j'ai une question à vous poser. En repensant à votre charte, justement, vous parlez du retour des étudiants mauritaniens dans le pays d'origine, en l'occurrence en Mauritanie. Ouais. Comment comptez-vous faire cela, dans la mesure où la plupart des étudiants qui sont là-bas ou de ceux qui viennent obtenir leur bac veulent venir ici et ne souhaitent pas retourner. Même quand ils retournent, ils sont confrontés à une triste réalité qui est le chômage de masse des jeunes diplômés. Oui. Que leur promettez-vous? Comment les aider à retourner au pays? Comment pouvez-vous les convaincre? Alors, nous, on ne promet rien du tout. Oui, on ne promet rien. Pourquoi vous faites rêver? Non, on ne promet rien du tout. Il y a Franck Fanon qui disait toute génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Nous, on veut remplir notre mission. Et comment on doit remplir notre mission? On a vécu en Mauritanie, par exemple, me concernant, moi j'ai fait ma scolarité en Mauritanie. Comme beaucoup de personnes autour de ce plateau. Voilà. Comme beaucoup de personnes, j'ai fait ma scolarité, donc on est arrivé en France pour étudier. Donc on a étudié avec beaucoup de difficultés. Donc l'idée c'est aussi de donner un coup de main à tous ces jeunes-là qui veulent avoir le même parcours ou bien des parcours beaucoup plus intéressants. Et l'intégration dans les pays d'accueil, vous en parlez? Ok, le retour, le volet retour, développer un peu si possible. Comment? Le volet retour. Sur le volet retour, donc c'est l'entrepreneuriat. D'abord, premièrement, c'est promouvoir l'entrepreneuriat. Parce qu'on a vu, maintenant il y a pas mal de structures qui se développent par rapport à l'entrepreneuriat. Moi j'avais participé à une rencontre qui était organisée à Vienne au mois d'août, c'était du 1er au 4 août 2017, où il y avait les champions de l'entrepreneuriat en Afrique. Il n'y avait pas un seul Mauritanien à part moi. Mais avec quels moyens? Oui, justement, avec quels moyens? Les moyens, il faut les trouver. Il faut trouver les moyens, il faut trouver des partenaires. Il y a beaucoup de structures qui sont en train de promouvoir. Oui, M. Abdoulaye, on peut bien vous croire quand vous dites que les moyens, il faut les trouver. Quels sont les moyens que vous avez trouvés aujourd'hui, Diaspora Harim? Pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est des partenariats avec des institutions comme ADIFE, African Diaspora Youth Forum in Europe.
C'est des gens qui sont très dynamiques dans l'entrepreneuriat. Et ils vont faire quoi concrètement en Mauritanie avec vous? Par exemple, pas en Mauritanie. Ou au Sénégal? Justement, c'est au niveau des idées. On discute ensemble pour pouvoir trouver des idées, comment on peut développer l'entrepreneuriat en Mauritanie. On est en discussion au niveau de la Mauritanie avec Halina Rimtik. On est parti les voir quand on était en Mauritanie. Et également avec la jeune chambre de commerce. D'ailleurs, qu'il y avait une délégation qui était tout récemment ici. Alors, dans votre projet, vous parlez de l'école de seconde chance. Oui. Dans la pratique, quels sont les moyens dont vous disposez pour créer ces écoles de seconde chance? De quoi s'agit-il? Oui, ça c'est un souhait, c'est une aspiration qu'on voudrait. C'est discuter avec les gouvernements pour apporter des solutions. On a vu avec, par exemple, l'ANAPEJ, qui est une structure d'insertion pour des jeunes en Mauritanie, pour l'emploi des jeunes. Donc c'est dans des discussions. Donc nous, on n'a pas de... comment on dit ça on n'a pas de moyens, voilà, pour pouvoir. Mais cette école prendra quelle forme, par exemple? Est-ce que vous allez déposer une demande, un agrément, par exemple? J'ai pas compris la question. Cette école de seconde chance prendra quelle forme? Alors, l'école de seconde chance, c'est que c'est par rapport aussi encore par rapport aux discussions. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas fait des filières, qui n'ont pas été formés, qui ne sont pas partis à l'université, par exemple. Ça peut être des maçons, des menuisiers, par exemple. Qui l'ont appris dans l'informel. Voilà, qui l'ont appris dans l'informel. Donc l'idée, c'est aussi de trouver des moyens avec des partenaires pour pouvoir mettre en place ces dispositifs. Moi, j'ai une question concernant l'intégration des jeunes Mauritaniens à l'étranger. Pas forcément en France, mais dans d'autres pays. Qu'entendez-vous par intégration dans les pays d'accueil et comment allez-vous faire pour que ces jeunes soient intégrés dans ces pays d'accueil? Parce qu'aujourd'hui, l'intégration, on a du mal à mettre des mots là-dessus. Certes, on trouvera une définition classique dans le dictionnaire, mais dans les pays d'accueil, l'intégration, elle varie d'un pays à un autre. Qu'entendez-vous par intégration? Que comptez-vous faire? Par exemple, au niveau de la France, on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent ici et au bout de quelques années, il y a un échec scolaire. Décroche, oui. Un décrochage scolaire. Mais ce n'est pas de l'intégration dans ce cas. Oui, non, mais je vais y arriver. Je vais y venir. Donc, par rapport à ce problème-là, nous, ce qu'on propose, c'est par rapport à notre vécu ici, c'est d'abord l'information. On donne l'information sur des outils, comment on peut réussir ces études ici en France. C'est juste un exemple. Vous êtes bien placé pour le faire, vous êtes docteur. Voilà, je suis bien placé pour le faire, je pense. Il y a d'autres aussi qui sont bien placés, qui sont dans le réseau, parce que le réseau, c'est pas juste des scientifiques. Il y a de tout, en fait. On a des juristes, on a des entrepreneurs qui sont dans le réseau, des jeunes entrepreneurs. On a des gens qui ont parcouru des formations, diverses formations, en tout cas, ici. Donc, c'est d'abord par rapport à l'information. Donc, on donne l'information, et ensuite, par rapport aux outils. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a un jeune qui va aller à Bordeaux, on pourra le mettre en contact direct avec notre référent à Bordeaux, qui va lui donner tous les circuits pour pouvoir s'intégrer facilement. Dernier petit point, quelle est votre relation avec l'État mauritanien aujourd'hui? Puisque pour vous implanter là-bas, pour faire certains projets, pour faire certaines choses, vous êtes obligé d'avoir l'accord de l'État de manière implicite ou explicite. Comment allez-vous faire? Quelle est votre relation avec cet État aujourd'hui? D'abord, pour le réseau, juste au moment, après avoir créé le réseau, notre secrétaire général a envoyé des courriers à toutes les ambassades de la Mauritanie en Europe. Donc on a commencé comme ça, de manière pragmatique. Et on voudrait le faire aussi dans d'autres pays, par exemple, où il y a des Mauritaniens qui sont dans des pays africains, ou bien même au niveau des États-Unis ou au Canada, ou d'autres pays. Donc ça, c'est une première étape. On a eu pas mal de retours des ambassadeurs qui ont salué cette initiative et qui sont prêts, je pense, en tout cas dans les discussions qu'on a établies. Le ministère de l'Éducation le salue aussi. Oui, on l'espère. En tout cas, c'est tout le souhait qu'on demande parce que, en fait, on a 12 régions en Mauritanie et on pense... 12, ça a changé un peu, je crois, depuis. Oui, c'est comme bien. C'était 13 à l'ancienne, maintenant c'est 6, je crois. Maintenant c'est 6. Si les souvenirs sont bons, donc, si les souvenirs sont bons, c'est 6 régions. Et on considère que la diaspora mauritanienne est la 7e région.
Et donc, c'est important que la diaspora mauritanienne aussi puisse avoir sa voix. Alors, vous avez un beau projet, c'est oui. très bien, mais est-ce que vous pensez y arriver sans s'engager dans la politique, par exemple? Non, pas du tout. Nous, on ne s'engage pas dans la politique. En tout cas, s'il y a des gens... Mais il faudra une vraie volonté politique pour mettre en place tous ces dispositifs. Tout à fait. On va parler de la politique tout à l'heure. Mais juste pour finir, moi, ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qui vous assure que c'est l'entrepreneuriat, le salut, qui va donner le là aux jeunes qui viennent de l'étranger, qui veulent rentrer dans leur pays africain, par exemple la Mauritanie? Il y a par exemple le taux de chômage des jeunes diplômés en Mauritanie, c'est combien? Et qu'est-ce qui vous fait croire que ces jeunes-là ne pourront être intégrés dans le tissu économique mauritanien que par l'entrepreneuriat? Alors, curieusement, il y a beaucoup de Mauritaniens. Bon, comme vous l'avez dit, il y a le chômage, il y a énormément de chômage en Mauritanie. Bon, ça ne touche pas que la Mauritanie, ça touche beaucoup de pays, même en France, on parle de ça. Oui. Et tous sont convaincus que toute cette jeunesse qui est formée ne pourrait pas trouver un emploi directement dans la fonction publique. Ouais, okay, donc l'idée, c'est d'encourager ces jeunes-là à pouvoir entreprendre, surtout qu'en Mauritanie, il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire les jeunes peuvent entreprendre dans plusieurs domaines, que ce soit l'agriculture, l'élevage et d'autres secteurs. Donc vraiment, l'idée du réseau Diaspora RIM, c'est de promouvoir cet entrepreneuriat. Et nous pensons que l'entrepreneuriat, c'est une solution pour lutter contre le chômage. Parce que seulement vous pensez qu'il y a beaucoup de choses à faire, donc du coup on va entreprendre? Non, je sais que c'est pas évident. Oui. C'est la raison pour laquelle nous participons à des discussions, diverses discussions, et nous demandons aux autorités mauritaniennes de pouvoir mettre en place des dispositifs pour permettre à ces jeunes de pouvoir entreprendre facilement. Alors, juste pour finir, chercheur que vous êtes, un autre chercheur sénégalais du nom de Souleymane Béchir Diagne disait justement que l'entrepreneuriat, c'est la chose que les gens ont inventée pour essayer de désintéresser les jeunes africains à la politique. C'est du leurre, en gros. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je sais pas, j'ai pas une idée là-dessus, mais je pense quand même s'engager dans la politique, c'est quelque chose de bien. S'engager aussi dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de bien. Donc, ça sera le mot de la fin. On va passer tout à l'heure à la troisième partie où Ouleykan sera là. Merci Diadier, merci Dada. Et à très vite sur rmiinfo.com. Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com, troisième et dernière partie avec notre invité Abdoulaye Sidikiba. Ouleykan nous a rejoint. Bonsoir Ouley. Bonsoir. C'est un plaisir de vous voir après vous avoir vu un peu partout sur les chaînes de télé en France. Donc vous serez face à notre invité pour apporter votre regard justement sur comment la diaspora est perçue. De façon globale, Ouley, on va commencer déjà par vous poser la première question. Comment est-ce que la diaspora mauritanienne en France est perçue par les Mauritaniens? En fait, c'est une question un petit peu piège, en fait. On a toujours compris que la diaspora, pas simplement mauritanienne, mais la diaspora africaine en général, travaille toujours seule, individualise ses actions et ses activités. Mais pour une fois, moi, c'est une initiative que je félicite beaucoup. Même si derrière tout ça, il y a des incompréhensions, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre réellement les objectifs de vos activités, de vos projets, mais qui n'arrivent pas à se situer, en fait, à se retrouver dans ce que vous faites. Pour l'instant, c'est un début, parce que ça a commencé juste en 2017, mais c'est une chose aujourd'hui qui mérite des applaudissements. En Mauritanie, déjà, on travaille beaucoup en binôme, on travaille beaucoup en réseau, on a beaucoup d'associations qui travaillent ensemble, mais on n'a jamais été accompagnés, je dirais bien jamais. Si ça existe, certainement je ne suis pas au courant, mais par des associations de la diaspora. Et c'est quelque chose que je vous félicite, pas simplement en tant que Mauritanien, mais en tant qu'Africain en général, parce que certainement vous allez donner la possibilité ou l'opportunité d'autres Africains de faire pareil que vous. Abdoulaye Sidikiba. Bon, allez-y. C'était pas une question, mais je vais juste compléter. Alors, oui, on est en lien étroit avec d'autres organisations aussi de la diaspora africaine en Europe. Comme tout à l'heure, j'ai cité ADIFE, il y a d'autres structures aussi qui se développent. Je me rappelle lors de la rencontre de Bruxelles, on a invité
toutes les organisations, enfin tous les représentants de la diaspora du Niger, du Tchad, du Mali, tout ça, de s'organiser de la même manière que nous pour qu'on puisse aussi travailler ensemble. Ma question est la suivante à présent. Vu que vous êtes quand même installé en France, il y avait d'autres structures qui existent de la diaspora mauritanienne ici en France. Est-ce que vous les avez approchées pour être justement dans ce que vous disait tout à l'heure, travailler ensemble, travailler en réseau? Est-ce que vous avez approché ces structures qui existent ici? Oui, il y a quelques structures qui existent, par exemple en France ou bien au niveau même européen. Comme je l'ai dit tantôt, j'avais participé, bon, c'était le réseau Diaspora RIM qui avait participé à la rencontre de Vienne, en Autriche, pour rencontrer des entrepreneurs concernant des questions d'entrepreneuriat en Afrique. Et plus particulièrement en Mauritanie. Ma question était la suivante. Par exemple, l'association des Mauritaniens en France, des choses qui existent ici. Est-ce que vous avez des liens avec ces genres de structures? Oui, on a envoyé, lorsqu'on a créé, on a envoyé des courriers. On a essayé de contacter toutes les structures qui existent ici au niveau en France. D'ailleurs, dans le cadre du projet de la cartographie, un projet qu'on a aussi, de cartographier toutes les compétences mauritaniennes de la diaspora, il y a par exemple il y a le GRDR qui travaille sur un projet comme ça. Le GRDR qui est en partenariat avec la Jeune Chambre de Commerce de Mauritanie. J'ai une question. En fait, moi, j'aimerais savoir, en fait, avec votre réseau, comment vous comptez impacter la société mauritanienne? Récemment, j'ai discuté avec un Mauritanien, un jeune d'ici, qui a appris ici, qui a fait des études ici, mais qui travaille certainement aujourd'hui ici, qui disait qu'il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui se font en Mauritanie. Mais si seulement la diaspora donnait un coup de main à ces projets, à ces associations, certainement il y aurait beaucoup de partenaires qui vont s'ouvrir à la réalisation de ces projets. Vos projets se font en France, j'aimerais comprendre, ou se font en Mauritanie, ou se font entre ces deux pays, mais comment vous comptez impacter la société mauritanienne? Est-ce que vous allez créer des relais en fait? Est-ce que vous allez répertorier les associations mauritaniennes pour prendre le projet en main et essayer de les réaliser ici, ou sinon créer des crowdfunding, pourquoi pas, les aider à avoir des partenaires? Qu'est-ce que vous allez faire? L'objectif c'est ça, c'est de pouvoir aussi d'approcher des associations qui sont en Mauritanie, qui font un travail formidable, mais qui est très difficile. C'est des initiatives qu'on salue beaucoup. On est en contact avec certaines de ces structures-là et on voudrait les appuyer aussi dans ce qu'ils font en Mauritanie. Mais c'est surtout aussi, je reviens, c'est que le réseau Diaspora RIM travaille sur un projet phare, aller-retour. C'est pour des Mauritaniens qui sont dans la diaspora, mais également pour des Mauritaniens qui aspirent à devenir des membres de la diaspora. Est-ce que vous êtes reconnu en Mauritanie? Bon, sur la question de reconnaissance, je ne sais pas. Je ne peux pas l'affirmer maintenant. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on a contacté les autorités, si c'est eux qui doivent reconnaître. On n'a pas encore reçu de courrier comme quoi... Vous savez que ça peut créer un petit peu un blocage pour certaines réalisations. Et les institutions aujourd'hui, beaucoup d'institutions internationales demandent à ce que votre association, votre réseau soit reconnu pour vous donner certains financements. Non, le réseau Diaspora RIM est reconnu puisque... En Mauritanie, je crois bien qu'ils sont reconnus en Mauritanie parce qu'on a participé aux discussions par exemple du Sahel. Le réseau du Diaspora RIM était représenté, il y a 2 membres du réseau Diaspora RIM qui étaient venus en Mauritanie pour participer à des discussions concernant le Sahel, sur pas mal de problématiques. Où vous avez rencontré justement le ministre des Affaires étrangères mauritanien, c'est ça? On a rencontré le ministre des Affaires étrangères mauritanien, mais pas en Mauritanie, mais plutôt à Bamako, oui, c'est ce que je précisais. Vous êtes en contact direct avec les autorités mauritaniennes ou avec l'ambassade de France, le ministère, la délégation du ministère des Affaires de l'extérieur? C'est ça? Des affaires étrangères. Plutôt le ministère des Affaires étrangères, plutôt les ambassades. Comme on est basé ici, on travaille directement avec les ambassades, mais cela ne nous a pas aussi traîné sur le fait qu'on doit contacter les autorités mauritaniennes au niveau local. Peut-être que dans vos démarches en fait, auprès des institutions, des partenaires, vous faites un petit peu de lobbying pour faciliter aujourd'hui l'accès des étudiants mauritaniens qui aimeraient étudier en France. C'est un problème en Mauritanie, je vous explique le contexte. Beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes Mauritaniens qui trouvent le bac
ont des difficultés aujourd'hui d'obtenir non seulement le visa, mais une prescription dans une université française. Il faut mettre beaucoup de critères, ils mettent beaucoup de critères en place et c'est un blocage. Aujourd'hui, c'est l'ambition du jeune Mauritanien qui est bafouillée, c'est le rêve du jeune Mauritanien qui n'est pas réalisé, qui est brisé. Comment vous faites aujourd'hui pour aider ces gens-là? Est-ce que vous allez faire du lobbying? En fait, certainement que ce n'est pas inscrit dans vos objectifs, mais est-ce que vous y pensez, puisqu'aujourd'hui, vous faites des activités pour la diaspora? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs même l'un des objectifs du réseau Diaspora RIM. Comme je l'ai dit tantôt, on est en contact avec l'ambassade de France, on est en contact avec le Campus France. On avait organisé un événement avec le Campus France pour l'insertion des jeunes. Et dans les discussions avec les décideurs, on a évoqué ce problème-là. Donc ce problème-là, en tout cas, tous les problèmes qui sont liés aux difficultés d'inscription en France ont été évoqués dans les discussions. Et on voudrait bien continuer pour qu'on puisse trouver des solutions pour faciliter. Allez-y. Juste une petite chose avant en fait, certainement, ce sera une petite recommandation. En fait, vous faites la promotion de l'éducation et de l'entrepreneuriat. Les étudiants en Mauritanie, s'ils reviennent en Mauritanie, la première des choses, c'est qu'ils veulent obtenir un emploi. Déjà, il y a une promotion de l'emploi qu'il faut mener avant l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, aujourd'hui, c'est en fait, ça devient une solution quand on est au chômage. Et avant d'aller au chômage, on a un emploi. Donc, le mieux aujourd'hui, c'est de promouvoir l'emploi, qu'ils trouvent des emplois d'abord. Vous pouvez être en contact avec l'État mauritanien, mettre en place des initiatives comme l'ANAPEJ par exemple, mais d'autres encore initiatives avec des institutions qui recrutent les jeunes. Vous pouvez les passer des CV, faire plein de choses, mais l'entrepreneuriat, c'est comme si la personne se revient avec son diplôme pour ne pas travailler dans... L'idée, c'est de trouver, de créer une entreprise. Mais la priorité d'abord, c'est de travailler, avoir une expérience, après certainement penser, si on ne trouve pas, on n'arrive pas, on est au chômage, on pense, parce que c'est ce qui se passe en fait chez nous. Et c'est en Mauritanie, j'ai dit chez nous, mais chez nous. Oui, chez nous. On est d'ici d'ailleurs. À Nouakchott, c'est que beaucoup reviennent avec des diplômes, restent 5 ans sans trouver du travail et finalement font de l'entrepreneuriat. En fait, ça devient une finalité... Une finalité des personnes qui n'ont pas eu de solution. Donc tout à fait, en fait, c'est un problème qu'on a remarqué. Moi-même qui vous parle, j'ai essayé de trouver un emploi en Mauritanie, mais c'était difficile. Justement, on travaille là-dessus. Lors de notre rencontre à Nouakchott, on avait discuté avec l'ANAPEJ pour leur parler de ça. Et on a des problèmes, par exemple, à l'accès à l'information. L'information, par exemple, si... Apparemment, le directeur de l'ANAPEJ nous a dit qu'il y a beaucoup d'offres et des fois, ils ont des difficultés à trouver des preneurs, des gens qui sont qualifiés pour pouvoir... Alors, justement, pour finir là-dessus, est-ce que vous pensez que la plupart des personnes qui sont diplômées ici, expérimentées ici en France ou ailleurs, quand ils reviennent en Mauritanie, l'écosystème de l'économie mauritanienne les permet directement d'accéder à des emplois? Est-ce qu'ils ne sont pas des fois surqualifiés ou sous-qualifiés par rapport au contexte mauritanien? Il y a tous les cas. Il y a vraiment tous les cas. D'ailleurs, il y a même autre chose que je voulais rajouter, c'est qu'il y a même des gens de la diaspora qui ont étudié en Occident, qui sont revenus en Mauritanie pour créer des entreprises. Ils ont créé au bout de 2 ans, ils ont fermé. C'est comme le cas en France. Oui. Pourquoi ça ferme? Oui, parce qu'il y a énormément de barrières qu'il faut enlever. En tout cas, dans les discussions qu'on a eues avec les autorités, on leur a préconisé d'enlever toutes ces barrières-là. Alors, quand vous dites enlever toutes ces barrières, la Mauritanie se vante d'avoir créé justement le guichet unique pour créer son entreprise. Vous savez, c'est une bonne initiative. Est-ce que c'est possible de le faire en ligne, par exemple à l'extérieur? Dans d'autres pays, ça se fait. C'est-à-dire créer son entreprise à partir de l'extérieur, en tout cas le déclarer, oui. Et ensuite voilà, le concrétiser une fois qu'on est sur place. Bon, ça devrait être possible. En tout cas, c'est vrai, je salue déjà l'initiative parce que avant même la Mauritanie, le Sénégal l'avait fait, la Côte d'Ivoire l'avait fait, et il y a de très bons résultats par rapport à ça. Mais il y a toujours des difficultés, en tout cas. Par exemple, sur la concurrence déloyale, ça existe en Mauritanie. Donc tout ça, c'est des discussions qu'on mène avec les autorités pour qu'ils enlèvent toutes ces barrières-là. Alors, Regard d'ailleurs se poursuit. On va passer en ce moment au questionnaire A. Je ne l'avais pas annoncé. Alors, le questionnaire A, c'est des questions simples auxquelles il faut réfléchir rapidement, sans trop réfléchir. Je rappelle que votre structure, justement, s'appelle
s'appelle Diaspora RIM. On va voir, il y a plein de jeunes Mauritaniens. Vous promouvez en tout cas l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, on va voir les jeunes Mauritaniens dans la politique. On va faire un questionnaire spécial jeunes Mauritaniens dans la politique. Alors, je vais vous donner des noms. Vous allez me dire, à votre avis, s'ils sont soit présidentiables ou juste premier ministrables. On est parti? C'est parti. C'est parti. Khalid Diallo, ministrable ou présidentiable ou premier ministrable? Je ne sais pas. Mais il va falloir répondre. Vous le connaissez, Je le connais. Non, en fait, il faut juste répondre de la vision que vous en avez de loin. Vous ne connaissez pas la personne forcément, je sais. Oui. Donc voilà, c'est juste, voilà, c'est fun, hein, c'est freestyle. Oui. C'est pas la réalité, c'est une fiction. Alors, c'est difficile de répondre par oui ou par non. C'est pas oui ou non, c'est ministrable ou premier ministrable. Dans tous les cas, c'est bon. Oui, oui, d'accord. C'est parti. Alors, on reprend. Donc, Khalid Diallo, premier ministrable ou présidentiable? Ministrable. Premier ministrable. Aminata Bilal, premier ministrable ou présidentiable? Ministrable aussi, je pense. Ministrable aussi. Aïssa Talab, ministrable ou présidentiable? Waouh, c'est difficile, mais présidentiable. Présidentiable, directement. Bax Kamara, ministrable ou présidentiable? Je ne connais pas. RadioRaprim.com, ça vous dit oui, rien? je connais, C'est haram de ne pas connaître ça. Si, je connais, ouais. Bon, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Ok. Bayou Marnias, présidentiable ou ministrable? Je ne connais pas, malheureusement. L'association Rebel Watan, ça vous dit rien? Si. Alors, vous devez mettre des choses avec eux. Je ne le connais pas. Alors, donc c'était l'ancien fondateur, c'était le fondateur. Alors, Yarouboul Hamza, ministrable ou présidentiable? Ministrable. Ministrable. Maro Diagana, ministrable ou présidentiable? Il fait un excellent travail, présidentiable. Présidentiable, directement. Mwanza, ministrable ou présidentiable? Ministrable. Ministrable. Tabara Mbouch, ministrable ou présidentiable? Ministrable. Ministrable aussi. Bedroul Mohamed Abdelaziz, ministrable ou présidentiable? Alors, Badr, je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Ah, il va falloir répondre, monsieur Ba. Ministrable, alors. Ministrable. Dahaba Diagana, ministrable ou présidentiable? Dahab Diagana, c'est quelqu'un que je connais. Il est même présidentiable. Il est même présidentiable. Et pour finir, Ouley Khan, ministrable ou présidentiable? Ah, présidentiable. Merci d'avoir répondu au questionnaire. Ouley Khan qui commence déjà sa campagne. Vous nous avez jamais dit que vous allez vous lancer en politique. Maintenant, tout le monde le sait. Non, mais en fait, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'important. Il a dit, vous a posé la question, est-ce que vous faites de la politique? Il faut vous aspirer à la politique. Ce que vous faites, c'est de la politique, en fait. Vous faites des choses, vous êtes la porte-parole des voix des jeunes, en fait, aujourd'hui. Ce que vous faites, c'est promouvoir tout ce que fait les jeunes Mauritaniens. Vous faites de la politique, mais vous n'êtes pas dans une partie. Ou dans un parti. Ok, bon. Au moins les choses sont dites. Monsieur Ba, je rappelle que vous êtes, on va finir avec ça parce que j'avais complètement oublié de l'aborder. La NEF, c'est Next Einstein Forum. Donc, vous êtes l'ambassadeur en Mauritanie. Donc, vous allez mener en Mauritanie, je suppose, des actions pour la culture scientifique en Mauritanie. En tout cas, merci d'avoir répondu au questionnaire. Ouley Khan, merci d'avoir été de nôtres. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous d'avoir regardé, justement, Regarde ailleurs sur rmiinfo.com. Djadji Sow, Nada Ahmedian qui était là. Et à très vite pour un nouveau numéro de Regarde ailleurs.